les humains. Donc c'est de l'anthropologie, mais sur nous. Et ça fait 25 ans que j'étudie des choses qui sont souvent relèvent a priori de la science-fiction à l'époque, et puis qui deviennent monnaie courante. Par exemple, l'usage intensif du web à la fin des années 90, l'humain réparé par des implants numériques, par des membres bioniques, ça existe aussi. L'humain augmenté par des dispositifs qui permettent de faire des choses qui dépassent un petit peu les habitudes du corps humain, mais aussi l'humain diminué, les conséquences négatives de l'usage trop intensif du numérique. Donc c'est sur ça que je focalise mes recherches. Je travaille avec Culturia, qui est un groupe de recherche française sur l'IA, sur l'inscription culturelle en fait, de l'IA dans chaque culture. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs IA qui coexistent dans différentes sociétés. Mais là n'est pas exactement le sujet. Vous avez une question à poser. Oui, j'ai un peu d'espace. Si j'ai bien compris, un cerveau humain consomme à peu près entre 25 et 100 watts suivant les efforts. Donc moi je suis un peu pas à 25. Et si j'ai bien compris, un logiciel comme AlphaGo va dépenser 500 kW, quelque chose comme ça pour pouvoir jouer. Qu'est-ce que vous pensez finalement du rapport, je dirais, coût environnemental, bénéfice pour l'humanité, de manière générale, et peut-être si vous avez quelques exemples, ça m'intéresse. Ouais, c'est exactement quelque chose qui me préoccupe, parce que bien sûr on peut réfléchir sur pour ou le contre des usages sociaux des IA, j'ai travaillé là-dessus, ça m'intéresse beaucoup, mais en filigrane derrière il y a aussi la question de la faisabilité, du développement pour laisser triomphe de bénéfices qu'on escompte, combien de technologies d'IA sont développées, combien de systèmes, combien de puces seront fabriquées, utilisées et alimentées énergétiquement. Donc au-delà de la question d'être un petit peu, d'être fasciné par l'IA, ses dangers, Terminator, etc., il y a la question concrète de comment faire en sorte que l'humanité puisse développer tout ce qu'elle veut développer. Et c'est là qu'on peut se heurter à certaines limites, par les chiffres. Pour donner un ordre d'idée, par exemple, Luxembourg, c'est 6,3 TWh par an, dont un seul terawatt est produit localement. Le reste, ça vient d'Allemagne ou des pays avoisinants, la France aussi. En Allemagne, donc, ça veut dire technologie charbon-gaz pour alimenter énergétiquement, et la France au nucléaire. En fait, si on réfléchit à ce qu'on compte faire, c'est-à-dire par exemple de plus en plus d'IA, ce qui est formidable, plein d'usages bons ou mauvais, mais plein d'usages nouveaux. En fait, on va par exemple utiliser beaucoup ce qui a été rappelé des puces NVIDIA, en fait, des puces qui servaient à part aux jeux vidéo, qui vont servir de plus en plus pour la blockchain, pour les bitcoins, l'Ethereum et ce genre de crypto-monnaie. Et en fait, on se rend compte que ces capacités des puces NVIDIA permettent de faire fonctionner l'IA. Ok, donc NVIDIA vend en poupe, ils escomptent vendre 1,5 million de serveurs dédiés à l'IA pour 2027. Ça va arriver vite. Et donc il y a un chercheur qui s'appelle Alex de Vries, un chercheur, un doctorant hollandais en sciences économiques, qui a réfléchi, a fait simplement le calcul. Ok, 1,5 million de serveurs NVIDIA qui tournent en même temps. On fait une approximation de la consommation, est-ce qu'ils sont tous en fonctionner en même temps, est-ce qu'ils fonctionnent à plein régime. Il fait le calcul, il arrive à dire quelque chose de l'ordre du 100 TWh. Donc on est à 15-16 fois le Luxembourg total d'énergie. Donc voilà, on arrive dans 2027, si tout cet appareillage se développe, on sera à 100 TWh de plus. Ça se cumule avec par exemple plus ou moins les mêmes technologies qui fonctionnent pour les cryptos. Elles sont déjà à 100 TWh. Donc ça se cumule. Et comme ça se cumule, au bout d'un moment on se dit mais d'où vient l'énergie? Alors on va se dire il y a le nucléaire, c'est décarboné. Oui, mais par exemple au Kazakhstan, actuellement, on a la centrale d'Ekabatsouz, difficile à prononcer, mais pourtant c'est une énorme centrale qui est de l'Union soviétique, avec une cheminée qui est haute comme la tour Eiffel, et qui alimente en fait des fermes de minage de Bitcoin. C'est bien un peu. Oui, mais à partir de charbon. Et donc de ce fait, on se retrouve à une situation où, au fait, ok, on va faire de plus en plus d'IA, mais comment on va les alimenter énergétiquement? Sachant que si on regarde les stocks qui nous restent à peu près en pétrole, charbon, on en est à 60 ans, au rythme où on va actuellement, et en uranium à 140-150 ans. Ok, il faut une nouvelle énergie. Donc on est, par hasard, Sam Altman, qui est aussi le CEO de OpenAI, donc de ChatGPT, que vous connaissez tous, il est aussi CEO d'une autre entreprise très très prometteuse qui s'appelle Helion Energy, qui vise à faire de la fusion nucléaire contrôlée pour donner cette énergie, pour alimenter les IA. Mais pour l'instant, c'est en bonne voie, mais on n'y est pas encore. Alors je voulais juste, avant de passer la parole à ma collègue, vous exposez parfaitement bien les problèmes, donc à très court terme, parce que la fusion, je pense qu'on va encore attendre un peu.
vous, en tant que témoin, quelles sont les solutions? Est-ce que imposer un bilan carbone, et je ne veux pas projeter, je sais que la réponse, imposer un bilan carbone aux entreprises qui proposent des pièces, est-ce que c'est une solution par exemple? Avez-vous d'autres solutions? C'est vrai qu'il y a la carotte et le bâton, c'est une solution classique, mais en fait, c'est une question peut-être de... J'ai un ancien camarade à la Sorbonne qui s'appelle Alexandre Monin qui travaille sur le renoncement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable, de renoncer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une voiture peut aller à 250 km/h que quand on va chercher son pain, on va à 250 km/h, normalement. Et donc, du coup, il y a une question aussi, c'est pas parce qu'on a de la 5G qui permet d'avoir des vidéos de chats à très haute définition tout le temps à n'importe où sur le Luxembourg, qu'il faut le faire tout le temps, même pour la récréation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir faire des arbitrages entre les différents pays, entre les différents usages. Et ça ne peut être fait que démocratiquement, via un débat et après une inscription dans le droit. Parce qu'il y aura aussi besoin du bâton, parce que forcément, ça c'est quelque chose d'extrêmement... Quand on voit des limites, c'est-à-dire qu'on a des ressources qui sont pas infinies, donc il va falloir se repartager du gâteau. Et ça c'est une question aussi qui pose des questions de souveraineté. Alors que lundi juste avant l'a dit, c'est que du coup, qui est en mesure d'imposer son accès aux ressources? Ça c'est une question hyper importante de mon point de vue personnel. Donc je dis, si une voiture peut aller très vite, on n'est pas obligé d'aller toujours très vite avec elle. Par moment, s'il faut transporter un organe et qu'il faut absolument acheminer un organe à cœur de Marseille à Paris, là, je suis OK pour qu'on aille à 250. Mais quand il s'agit d'aller chercher le pain, c'est pas. Pareil pour l'IA dans son développement. Merci, M. Dorian. Vous êtes d'accord pour dire que l'IA est une technologie qui se développe en continu et très rapidement, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Donc, les méthodes pour améliorer l'efficacité des IA existent. Pouvez-vous en citer? Oui, on peut travailler sur l'efficience énergétique déjà. Ensuite, on peut travailler au niveau général pour l'efficience globale du système. Une fois qu'on demande, par exemple, très concrètement, les prompts sur ChatGPT ou sur Bard, on peut arriver à optimiser pour moins consommer. C'est à petite échelle, ça peut être un moyen, et donc, le modèle le plus adapté. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour conclure, on n'est pas obligé de réentraîner tous les modèles, on peut faire ce qu'on appelle le fine-tuning, n'est-ce pas? Et on peut aussi faire des modèles dédiés. Par exemple, si on a besoin d'IA dans un ascenseur, je ne sais pas pourquoi, on n'est pas besoin forcément d'avoir tout le bagage et l'accès réseau qui permettrait d'avoir un ChatGPT avec qui on peut nous raconter sa vie. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, quand je dis des renoncements, il ne s'agit pas d'arrêter l'IA, il s'agit de voir à quels usages on aura besoin de quelle quantité d'énergie. Ça, c'est une question qui se pose parce qu'il faut quand même penser à se nourrir, à, je ne sais pas, se déplacer ou se chauffer quand il fait froid. On ne peut pas faire que l'IA sur Terre. D'un point de vue humain, c'est hyper important de réfléchir à ça aussi. Merci. Je veux citer aussi de nouvelles recherches sur le transfer learning et des résultats d'imminents chercheurs de Stanford. Je laisse une pièce à conviction. Voilà. Et avec ça, je passe à ma dernière question pour les 30 secondes qui restent. L'IA pour l'environnement. On parle de l'IA contre l'environnement, mais l'IA peut aider également l'environnement. C'est tout à fait un... Oui. Par exemple, le gaspillage d'eau, le gaspillage d'électricité aussi. Grâce au smart grid, grâce aussi à des techniques d'IA, on peut arriver à moins gaspiller d'eau. En fait, l'IA bien utilisée va permettre de faire des choses qui sont positives. C'est juste que si un développement est totalement anarchique, on risque de se retrouver à gaspiller énormément de ressources et d'énergie pour quelque chose de secondaire et ne pas gérer le problème principal. Merci beaucoup. Merci.